Après une matinée consacrée à la recherche, on voulait cet après-midi que les autres réseaux soient un petit peu mis en valeur. Donc on a évoqué la valorisation avec toutes les personnes qui travaillent autour, les différents réseaux. Et là, on voulait donc un focus sur la photographie. Alain avait appelé ça une technoculture. Il y avait le travail éventuellement sur l'intelligence artificielle, mais c'est Jean qui en parlera après. Et là, donc Stéphane va nous faire plutôt un retour des questions que se posent les photographes à l'issue de la journée du réseau des photographes qui s'est tenue hier au ministère. Voilà. Donc hier, nous avons pu nous réunir toute la journée. Depuis 2004, il y a eu 2 réunions photographes. Donc une en 2004 et puis une en 2018 grâce à Mireille Bouvet à Nancy et grâce au ministère. Donc 2 réunions en 20 ans. On avait des choses à se dire. Donc on a réussi à être 21 sur une population d'à peu près 40 photographes aujourd'hui, 60 en 2004, 8 régions représentées, 2 départements parce qu'on a des collègues photographes en département. Et donc on a pas mal échangé hier. Merci à Alain. Je ne le vois pas. Ok, merci à lui en tout cas et merci à la mission de nous avoir accueillis au ministère. Peut-être 2 choses en préambule. La première, c'est que on est encore dans le dur de la mutation numérique et l'IA a remis un jeton dans la machine là. Donc beaucoup de questions sur la donnée, parce qu'une photographie c'était un négatif argentique que je tenais dans ma main. Aujourd'hui, c'est un train de bits compacté dans un fichier. Donc, il faut qu'on gère ça. Donc, la mutation numérique n'est pas stabilisée. L'argentique a mis un siècle à se stabiliser dans des standards industrialisés. Le numérique, ce n'est pas encore le cas. C'est en train d'arriver. Et puis, la deuxième chose, peut-être, c'est que la décentralisation, pour nous, est arrivée au pire des moments, puisque c'était pile au moment de la mutation numérique. C'est-à-dire qu'au moment où nous, on aurait eu besoin d'avoir une instance vers laquelle nous tourner, qui fasse une veille technologique, un endroit, on parlait d'outils tout à l'heure, il nous aurait fallu un outil à ce moment-là pour qu'on puisse un peu échanger sur quel capteur tu achètes. Les régions, au début des années 2000, avaient encore pas mal d'argent, hein, donc elles ont doté les services qui arrivaient avec du matériel, mais voilà, chaque service, chaque photographe, enfin Pôle Image est parti en faisant des choix, toi Hasselblad, moi Nikon, enfin voilà, il y avait quand même, on aurait eu besoin à ce moment-là, on aurait eu besoin de pouvoir se parler, de pouvoir échanger. Donc de là est née quand même une hétérogénéité assez forte hein, dans la production, les outils de production, les outils de post-production, la conservation. Entre, je dirais, 2009 et le milieu des années 2010, 2015, là, c'est parti un peu dans tous les sens. Hein. Finalement, on avait tous besoin de se former. Et Gertrude, malheureusement, qui est l'outil, quand même, qui était l'outil de cohérence nationale, n'avait pas de volet photo. Donc là, pour le coup, voilà, chacun a fait un peu comme il a pu. Donc aujourd'hui, la carte un peu de la photographie des pôles photos. On a donc 40 photographes, environ 40 photographes. Ça s'est féminisé, ça c'est bien. On a beaucoup de photographes qui travaillent seuls, c'est-à-dire seuls sur leur site. Il y a peu de sites maintenant où il y a 2 photographes, 3 photographes, c'est extrêmement rare. Je crois. Il y en a à Lyon, en Île-de-France. Je ne sais pas s'il y a d'autres régions où il y a des pôles de 3 photographes. Oui, Grand Est, messieurs, par site, je veux dire, par site. Oui, vous êtes 3, pardon, excuse-moi. D'accord. Ok, il y a beaucoup de données qu'il faut agréger. Hein. Là, moi, j'ai récupéré les choses hier. Je pense que il faudra peut-être voir avec la mission si on peut avoir monsieur ou madame photo aussi à la mission. Parce que le dernier référent photo, c'est Bruno, hein, qui était à la Soudière à l'époque et qui nous a aidé à maintenir une cohérence nationale sur nos productions et sur toutes les questions qui sont liées à la photographie et à l'image. Donc aujourd'hui, on est 40 photographes. Beaucoup de photographes travaillent donc seuls sur site.
Il y a beaucoup de chercheurs par photographe. Là, il y a des disparités très très fortes. En Île-de-France, il y a un photographe pour deux conservateurs. En Occitanie, je crois, c'est un photographe pour 5 ou plus. Pardon ? Plus les partenaires, merci David. Donc là, ça fait, voilà, il y a des grosses disparités sur les charges de travail, sur ce qu'on va demander aux photographes, sur la commande même, la façon de passer la commande en interne ou au prestataire. Et donc, comme vous avez beaucoup de besoins en photographie et que le nombre de photographes a diminué, vous faites appel à des prestataires et c'est bien normal. Et donc là, on a tout un volet cession de droit, droit à l'image, droit d'auteur. Alors là, pour vivre heureux, vivons cachés. Hein, parce que comment peut-on faire mémoire par l'image avec une image qu'on va acheter avec une cession de droit qui doit répondre au code de la propriété intellectuelle, et on ne peut pas acheter une image pour une durée illimitée. Alors comment faire mémoire avec une image qu'on n'a que pour un certain temps? Donc là, il y aurait aussi... Là, je vais peut-être lister quand même des grands enjeux. Moi, je n'ai pas la réponse. L'idée, c'est quand même qu'on puisse échanger autour de ces questions. Mais la question de la cession de droit des prestataires, la question du droit à l'image, de ce qu'on photographie. Alors, il y a tout un pan voilà, juridique qu'il faudrait essayer de travailler peut-être dans des groupes d'échange autour de ce sujet. Alors pour ce qui est de la production et de la post-production, dans le technique, dans le dur, là c'est en train vraiment de se stabiliser, c'est-à-dire qu'on a des marques qui étaient phares hein, pour nous, enfin pour moi. Moi je suis rentré à l'inventaire en 2001, j'ai 54 ans, donc j'ai fait de l'argentique dans de la chimie avant de passer au numérique. On avait des marques phares comme Hasselblad qui ont disparu. Aujourd'hui on a 3-4 grandes marques, Nikon, Canon, Phase One et Fuji, qui ont émergé. Donc on a quand même une stabilisation de la production. On a une stabilisation de la post-production avec des écrans calibrés, des stations graphiques qui fonctionnent à peu près toutes correctement. Enfin, là-dessus, il n'y a pas eu de retour de l'ensemble des 20 photographes hier sur ce sujet. Par contre, là où il y a des soucis, c'est sur la conservation. Alors ça, qu'est-ce qu'on va conserver? En 2009, au moment de la mutation du numérique, enfin l'arrivée du numérique, le ministère nous a édité la V1 du référentiel général d'interopérabilité des administrations. Donc dans ce référentiel, on avait un format de fichier numérique brut, et en 2015, 4 ans plus tard, il disparaît. Donc aujourd'hui, on est sur la V2 de ce RGI, qui est censé être le document phare pour nous. Mais ça pose quand même quelques problèmes, parce que si on suit ce référentiel, on ne peut pas conserver les fichiers bruts de nos capteurs. Nos capteurs, c'est quand même des capteurs qui coûtent souvent très très cher, qui peuvent générer des images très lourdes, mais avec beaucoup de définition, qui enregistre plus de couleurs que ne le voit l'œil. Et donc ça, c'est les fichiers bruts qui peuvent peser 50, 100, 150 mégaoctets. Et si on veut conserver ce fichier dans le format interopérable, on passe à 300 ou 600 mégas pour la même image. Donc au coût du serveur, enfin de l'espace serveur, et puis même d'un point de vue développement durable, il y a beaucoup de questions à se poser sur la conservation de nos photos. Et pour terminer sur la conservation, parce que Jean-Bernard va en parler mieux que moi, mais on voit bien qu'avec l'IA, tout est en train d'être vraiment secoué dans tous les sens. Le dernier Photoshop, par exemple, hein, qui est téléchargeable depuis 6 mois, il y a des outils d'IA générative inclus dedans. Voilà. Donc il y en a partout de l'IA, et je pense que petit à petit il va y avoir une défiance vis-à-vis de l'image, en tout cas sur la toile, et qu'il va falloir à un moment qu'on essaye de réfléchir sur comment on conserve nos données et est-ce qu'on peut rendre nos données probantes.
Avant, on faisait de la photo argentique. La photo était dite objective, la preuve par l'image. Enfin, la preuve par l'image, ça, c'est fini. On a perdu cette naïveté, je crois. Et donc, je pense qu'il peut être intéressant, en tout cas nous, en Ile-de-France, c'est ce qu'on fait, de réfléchir à un système d'archivage électronique qui soit opposable en justice. C'est-à-dire le fichier que je donne aux archives, en l'occurrence à la région, il est juridiquement imprimé, stabilisé, voilà. Bon, ça, c'est peut-être une solution de stockage des images haute définition, au-delà du fait qu'on n'a toujours pas la réponse entre fichier RAW, fichier TIFF. Bon, voilà. Donc ça, c'est un sujet très, très technique, mais qui me semble être un enjeu primordial pour les services. Et l'autre enjeu, on vient d'en parler, c'est la valorisation. Quand j'ai posé la question aux photographes hier sur les photothèques, quels étaient les choix des services en matière de photothèque. Alors, certains photographes ne sont pas questionnés, enfin, on ne vient pas vers eux pour faire ces choix-là. On donne ce choix à d'autres. Voilà. Il y a des services qui n'ont pas de photothèque. Il y a un vrai sujet photothèque. Je crois qu'il y a un vrai sujet photothèque. Parce qu'il me semble que ça peut être une des bonnes portes d'entrée pour les données Gertrude. C'est-à-dire que nous, ce qu'on essaye de faire en Ile-de-France, c'est d'avoir un lien direct de la photothèque sur le dossier Gertrude. Donc ça, peut-être qu'on pourra en reparler, mais Augustin se déploie beaucoup, je crois. Et donc, quels sont les avantages, les inconvénients d'Augustin? Est-ce qu'Augustin est la bonne solution? Quelles sont les autres solutions? C'est peut-être plus facile parce que c'est un pack atoll. Je n'ai pas de réponse. Hein. Nous, on a fait un choix, d'autres ont fait d'autres choix. Il faut qu'on puisse échanger, savoir quelle est la meilleure des solutions. Et puis, alors, une dernière chose, c'est la gestion des fonds argentiques. Là, on n'en a pas trop parlé hier, mais il y a quand même un sujet, et ça revient souvent chez les photographes, de la gestion du fonds argentique, de la finalisation des numérisations en masse, de l'indexation. Comment on indexe? Nous, on est en train d'essayer de mettre en place là, c'est le pôle photo qui prend ça en charge en Ile-de-France, de mettre en place des ossérisations zonées sur les cartels, je ne sais jamais, enfin les pages des dossiers verts, pour récupérer les données qui n'existent que là, tapuscrites qui n'existent que là, qui n'ont pas été rentrées dans Syndoc, et puis qui ensuite n'ont pas été rentrées dans Gertrude ou Renable à l'époque. Et donc, comment on peut récupérer ces données? Chez nous, c'est des centaines de milliers de pages. Et donc, on essaye de travailler sur ce sujet, et c'est aussi le pôle photo qui prend en charge ce travail. Voilà, et dernière petite chose, c'est l'IA. Alors, sans empiéter sur ce que va nous dire Jean-Bernard, en Ile-de-France, comme je le disais tout à l'heure, on a été très, très sollicité par le pôle transformation numérique sur notre jeu de données, enfin sur le fonds photo numérique. Aujourd'hui, en Ile-de-France, c'est 200 000 images, il y en a 124 000 qui sont sur la photothèque, à peu près tout indexé, plus ou moins, de façon plus ou moins fine. Et donc le pôle transformation numérique à la région Île-de-France a identifié ça comme un jeu de données important et a voulu faire travailler une entreprise avec un marché public recherche et développement pour essayer de voir si l'IA pouvait nous aider soit à mieux valoriser, soit à mieux gérer et la production, l'indexation, la valorisation, la diffusion. Voilà, beaucoup de questions en peu de temps. Je ne sais pas si mes collègues photographes avaient envie de rajouter des choses parce que hier on a terminé un peu tard, puis pas. Donc voilà. J'ai pas eu le temps de prendre. J'ai pas eu le temps de prendre mon ordi et faire un PowerPoint. Hein. J'essaye de vous donner un maximum d'informations. On s'est dit énormément de choses en très peu de temps. Donc voilà, peut-être que si... Ah non, je n'ai pas parlé du drone, par exemple.
Le drone va être un sujet qui émerge d'ailleurs souvent des photographes eux-mêmes, j'ai un peu l'impression, dans les régions où on fait du drone. Voilà, il y a sûrement plein de sujets que j'ai pas abordés, mais je crois avoir dit quand même l'essentiel. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, mesdames, messieurs, les photographes, non? Ou s'il y a des questions, donc du coup, sur, de manière générale, la production, la post-production, la gestion des photos. Chercheur à l'inventaire du patrimoine en région Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers. Dans ce que vous avez dit, je trouve qu'il y a beaucoup de questions qui relèvent, qui sont aussi des questionnements des archivistes depuis pas mal de temps, notamment sur la conservation des fonds argentiques, puisqu'on en a aussi, il y en a qui arrivent aussi en service d'archives. Ou également la question de la conservation des fichiers sources sur les serveurs, tout ce qui tourne autour de l'archivage électronique et plus particulièrement de l'archivage probant. Et je pense qu'il y aurait un intérêt sans doute à se rapprocher alors soit de l'association des archivistes français qui a des groupes de travail qui réfléchissent à ces questions-là, peut-être même aussi un peu plus sûrement du service interministériel des archives de France qui est en capacité de réglementer, d'édicter des normes qui vont s'appliquer ensuite dans les services d'archives qui vont avoir vocation à conserver définitivement les données et les documents. Alors sur la région Nouvelle-Aquitaine, on a une réflexion en cours puisqu'on a des serveurs de fichiers qui sont en cours d'organisation avec un plan de classement, un serveur média sur lequel on décharge nos photos, et on a une réflexion qui s'est un petit peu interrompue mais qui va reprendre sur la question de l'archivage, les tableaux d'archivage des données de l'inventaire. Qu'est-ce qu'on garde, combien de temps, qu'est-ce qu'on garde dans le service, au bout de combien de temps on le verse et comment est-ce qu'on le verse et où est-ce qu'on le verse pour les archives définitives. Parce que toutes les régions n'ont pas de SAE, loin de là. On n'a pas forcément non plus des procédures vraiment pour garantir la valeur de preuve de du document qui est versé. Donc il y a vraiment tout un ensemble de questions et je pense qu'il va falloir réfléchir peut-être alors vraiment pour l'ensemble, plutôt que chacun fasse son truc dans son coin, qu'on essaye de réfléchir à plus, mais pour l'ensemble de la profession. Anthony de Guilly, archives départementales du Val d'Oise. Donc en plus, j'inviterai aussi à se rapprocher de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine à Charenton-le-Pont, c'est le lieu de conservation de toutes les archives des ABF. Et qu'ils ont tout un site entier qui est réservé à la photographie. Donc forcément, ce sont des collègues qui ont des procédures déjà bien rodées et avec lesquelles il faudrait se rapprocher. Les archives d'Île-de-France, de la région Île-de-France aussi, je suppose. Alors, la MPP, on est allé les voir souvent. Moi, j'ai sollicité, avant de venir aujourd'hui, avant d'organiser la journée hier, j'ai sollicité Marc Paturange aux Archives nationales à Pierrefitte, qui est le spécialiste. Les Archives nationales conservent des reproductions numériques de documents qu'ils ont. C'est-à-dire, s'ils perdent le fichier, ils peuvent retourner, la plupart du temps, prendre le document et le rescanner. Donc, pour eux, ça ne leur pose pas vraiment de problème d'appliquer le fameux RGI et de sauvegarder leurs images en TIFF 8 bits. Je précise 8 bits parce que 8 bits, ça veut dire que c'est un certain nombre de couleurs et que nos capteurs travaillent en 16 bits. Ça veut dire qu'ils codent l'image sur beaucoup plus de valeurs que ça, beaucoup plus que l'œil ne peut en voir. Mais comme on ne sait pas ce que va être l'avenir, surtout en matière de numérique, pourquoi est-ce qu'il faudrait
aujourd'hui détruire une information qui est enregistrée par nos capteurs. Donc les archives conservent des choses des fichiers numériques qu'elles peuvent régénérer finalement, en rescannant le document, à moins qu'il ait été détruit. Donc, nous, on photographie quelque chose qui ne va plus exister, quelquefois, souvent, ou plus dans l'état dans lequel on l'a vu. Et donc, voilà, l'idée, c'était de déposer les archives, en tout cas les archives régionales, juste pour ne pas être trop long, ont un SAE. On est allé les voir il y a moins d'un mois. Moi, je leur ai demandé si nos données étaient éligibles au SAE. On a pas mal discuté avec Sophie, avec la chef de service des archives régionales, et il s'avère que, parce que c'est un protocole très lourd, au départ très lourd, après ça va être, et ça pèse moins lourd en poids de fichier que si on conserve le... Et on a on a des vraies garanties sur... En fait, on transfère quelque chose qu'on se garde à soi, c'est-à-dire l'expertise, la conservation d'un fichier numérique, on le transfère à un expert. Parce qu'on n'est pas expert. Enfin, surtout, il y a encore quelques années, les DSI ne sont pas forcément non plus experts. Donc là, l'idée, c'est quand même de transférer nos images à des experts de la conservation. Donc voilà l'idée du... Mais c'est un peu lourd au départ. Oui, je vous remercie déjà de la présentation, qui était très claire. Je souhaitais rebondir justement sur la question du drone. Vous présenter, s'il vous plaît. Oui, Tom Louroux, je suis chargé de mission à l'inventaire du patrimoine pour la ville de Libourne. Okay. C'est à côté de Bordeaux. Ah oui, je vois bien. Le train pour Paris s'arrête. Voilà. Et oui, non, je voulais effectivement rebondir sur la question du travail avec les photographes, qui est très intéressant, notamment sur une enquête topographique en zone urbaine, parce que c'est vrai que quand il y avait, là c'est en cours de recrutement à la région Nouvelle-Aquitaine, mais il y avait une photographe, Adrienne Baroche, et justement elle était venue, on avait travaillé ensemble sur la reproduction des plans d'alignement de la ville de Libourne, de très beaux plans, et surtout aujourd'hui, donc je travaille avec Aurélien Marco, qui est un photographe et qui répond à des prestations. Et qui est très intéressant de travailler avec lui parce qu'il a, je ne sais pas si on parle d'habilitation, mais il sait manier le drone justement, et c'est vrai que c'est très intéressant en zone urbaine de pouvoir déjà faire du repérage et faire des couvertures photos, notamment sur des îlots, en l'occurrence à Libourne, sur des vues aériennes, des vues un peu plongeantes, des élévations aussi. Le drone en zone urbaine permet aussi de pouvoir dresser des élévations assez intéressantes et de repérer notamment des typologies d'habitat en cœur d'îlot ou en cœur de parcelle qu'on ne pourrait pas observer depuis la rue quand on n'a pas l'accès, je veux dire. Et donc, j'avais une petite question, c'était de savoir si aujourd'hui, en région, peut-être, il y avait des photographes qui commençaient aussi à manier le drone, parce que c'est assez intéressant, même... J'ai fait une couverture photo avec Aurélien, justement Marco, sur un château viticole où on a pu faire toute une photo d'ensemble et aussi des prises de vue en vidéo pour faire, il y a un projet de rénovation, le avant-après, quoi. Donc c'était assez intéressant. Et je me posais la question si cette compétence était en cours de développement ou déjà là, en fait. Il y a des photographes dans la salle qui font du drone. Bonjour, moi c'est David, je suis photographe en Occitanie, télépilote, comme ma collègue Amélie Boyer également. Et moi, j'ai passé le brevet drone il y a 3 ans en vue de travailler à l'inventaire pour apporter une compétence supplémentaire. On doit repasser le brevet maintenant parce que le brevet français n'est plus valable. On doit repasser le brevet européen. Donc avant la fin de l'année, sinon on n'a plus le droit de voler. Moi, j'ai fait en parallèle là, une demande de formation en photogrammétrie également. On essaye de mutualiser les moyens. La com a un meilleur drone que nous, donc j'utilise le drone de la com. Léger, un Mavic 3 Pro, ciné, voilà, ouais. Donc les autorisations, nous on a une délégation de service qui est faite par Drone Keeper, mais qui peut également être faite par clearance, donc c'est un abonnement, et les demandes d'autorisation de vol sont simplifiées comme ça. Je multiplie en fait les demandes de plan de vol, même sur des édifices où on n'en a pas forcément le besoin. Par exemple sur une église ou quelque chose comme ça. Si je me rends compte que je suis un peu coincé pour pouvoir faire la vue d'architecture ou la vue de façade, je vais sortir le drone, je sais que j'ai fait la demande de plan de vol et voilà. On peut faire du drone en intérieur également, on peut faire du gros plan maintenant à hauteur d'édifice, à hauteur de tympan, à hauteur de... Voilà.
Oui, merci. Claude Laroche, chercheur retraité de l'Inventaire général. Voilà, donc je suis content qu'on parle du sort des photothèques argentiques, parce que je crois qu'effectivement, il y a un vrai sujet de vigilance à avoir face à des instances régionales qui ont besoin de locaux parfois, etc., et qui ne se rendent pas forcément compte du caractère très précieux de ces choses-là dès l'instant où c'est numérisé. Mais numérisé, on sait ce que c'est très précieux, c'est une indexation extrêmement commode et qui amène à des choses. Mais très souvent, on est obligé de revenir au phototype argentique original. Quand il y a une publication de très haut niveau, eh bien, on s'aperçoit qu'on n'a pas la qualité suffisante avec la numérisation. Et on a le même débat finalement avec la doc papier, et qui est là aussi, on nous dit mais pourquoi conserver, c'est des choses qu'on entend, hein, pourquoi conserver ce papier à l'heure du numérique? Mais non, mais on a des ouvrages qui sont indispensables. Et après, une deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a aussi le caractère des dossiers verts et des tirages. Le tirage photographique est un vrai travail de photographe. Eh bien, il n'est pas tout à fait la même chose que le négatif original. Il y a un vrai travail. Et là, il y a aussi une question de se poser, de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces très précieux tirages qui ont été faits avec beaucoup d'amour et de technicité à une certaine époque. Merci. Alors, bon, sur ce point, on n'a pas fait vraiment de tour de table hier. Peut-être juste dire, en Ile-de-France, on est assez sensible à la question. On essaye au maximum d'avoir un espace où on stocke il y a 138 000 phototypes argentiques en Ile-de-France. Mais bon, c'est un sujet. C'est pas complètement carré. On essaye de travailler avec les archives sur ce fond. Pour ce qui est des dossiers verts, ils sont versés aux archives régionales et ils sont très très bien conservés là-dessus. Nous, on avait fait 2 numérisations en masse, 2005-2010 de l'ensemble des dossiers verts avant décentralisation, et c'est sur ces fichiers qui d'ailleurs posent problème parce qu'en fait, on a fait une numérisation en 2010, les CD s'ouvrent plus, et depuis 2010, on n'avait pas versé dans un ordi ou dans un serveur ces CD. Donc moi, je suis en train de les rouvrir parce que l'idée, comme je disais tout à l'heure, c'est de faire une océrisation zonée avec, là pour le coup, un outil IA aussi qui va aller décortiquer, finalement faire ce qu'on appelle un parsing sur ce qui est reconnu sur le cartel pour pouvoir, dès qu'il voit un ensemble de lettres qui correspond dans son thésaurus commune, par exemple à une commune Île-de-France, il va remplir le tableur Excel final. Donc on est sur quelque chose d'assez pointu, et il me faut les fichiers haute def, et dans POP, j'ai que les fichiers basse def des dossiers verts. Et POP bon, j'ai pas osé demander, on n'a pas osé demander à POP de nous restituer l'ensemble des dossiers verts. Donc moi, je suis allé rechercher les CD de 2010, les dossiers verts HD. Heureusement, on l'avait fait en double exemplaire, et ceux qu'on a gardés dans le service, la moitié s'ouvre plus. Tous ceux des archives, ils s'ouvrent. Signe quand même que on n'est pas expert en tout. Et donc, voilà, là, en ce moment, je suis en train... Enfin, moi, ça pour le coup, c'est moi qui gère ce dossier, mais je pense que ça peut être fait partout. Je déverse tous les dossiers verts, et ensuite, si on arrive à avoir un outil propre, et si les régions sont intéressées par la récupération, enfin, il faut que je vois avec ma chef de service, mais peut-être qu'on peut mutualiser cet outil pour récupérer les données des cartels qui ne sont que tapuscrites dans des tableurs Excel. Ça peut peut-être vous aider à indexer des fonds. Bruno Malaverno, ex-inventaire Lorraine, centre, mission inventaire à Paris, et inspection générale. Ce mot n'a pas été prononcé depuis ce matin. Ah si? Ah, pardon. Mais à coup de pas. Je n'ai pas entendu. Enfin, peu importe. Ce n'est pas pour vous parler de l'inspection que je prenais la parole. Je voulais dire, Stéphane, toutes les questions que tu as posées pour la photo, elles se posent aussi pour un autre type de fonds d'inventaire dont on n'a pas parlé, c'est les fonds graphiques, où il y a exactement les mêmes questions. Il y a une partie des fonds qui sont papier, voire sur calque. Voire sur calque, ce n'est pas le plus simple à conserver. Ouais. Et puis, depuis 20 ans ou 25 ans maintenant, beaucoup de fonds qui sont des fichiers numériques aussi, avec une variété d'outils qui est largement aussi grande que pour la photo, des difficultés de conservation. Je ne parle même pas du fonds d'atelier de photogrammétrie. Ce dont je me souviens, par exemple, c'est qu'on a fait dans les années 90 des images en 3D du château du Grand Pressigny en Indre-et-Loire, par exemple. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la seule chose qu'il en reste qui soit exploitable, c'est les diapositives qui ont été faites en photographiant les écrans quand on travaillait là-dessus. C'est la seule chose qui reste. Et je crains que la même chose n'arrive à beaucoup d'autres choses si on ne
travaille pas à la conservation de ce fonds-là, comme pour le fonds photo. Merci, on va en rester là parce que je vois qu'on respecte à peu près les horaires et donc on va passer à la dernière intervention, celle de Jean-Bernard.